Hello à toutes et tous et bienvenue. Donc W, c'est l'épisode 7 de votre podcast curieux sur la WNBA. Pas facile de regarder des matchs NBA et WNBA la semaine dernière. Beaucoup de choses qui se passent un peu partout, dans la vie pro, dans la vie perso et de manière générale. Moyen-Orient, France, etc. Il se passe vraiment beaucoup de choses et vous le savez, sur cette chaîne, on est plutôt engagé. Je suis plutôt quelqu'un d'engagé. Et donc forcément, quand une actualité comme ça devient compliqué, devient chargé de choses très difficiles, et ben clairement mon cerveau est pris, ma réflexion est prise, et ça a été compliqué pour moi d'imaginer un sujet sur lequel vraiment se pencher avec profondeur pour le podcast de cette semaine, ou en tout cas pour le podcast d'aujourd'hui. Du coup, j'ai décidé de faire un sujet plus léger, une tier list de matabilité des équipes WNBA depuis le début de la saison. Je pense que c'est le bon moment pour le faire parce que même si on a un échantillon très court, les équipes ont joué entre 10 et 12 matchs depuis le début de la saison. C'est un quart des matchs de la saison régulière à peu près. Je pense que c'est le bon moment pour en faire une parce qu'il y a pas mal de joueuses qui sont parties à l'Eurobasket qui démarrent demain. Et du coup, les effectifs vont être remaniés, forcément les plans de jeu et les systèmes de jeu aussi, et donc la matabilité va être impactée sur la deuxième partie de la saison. Donc on va faire une tier list de matabilité sur ces 10-12 premiers matchs. Et clairement, clairement, ça va être une tier list remplie de biais, remplie d'affects, remplie d'émotions, et pas forcément, évidemment, objective. Je vous invite, évidemment, je vous filerai le template en commentaire de cette vidéo, mais je vous invite à participer, je vous invite à faire votre tier list et à me l'envoyer sur Twitter, @GrégoireMBV. Vous connaissez le lien, vous connaissez l'endroit. Mais il faut qu'on discute des équipes qu'on a préféré regarder depuis le début de la saison, parce que moi, c'est vraiment un truc que j'adore, cette notion de matabilité. Et j'envoie d'ailleurs un salut amical à toutes les personnes qui en parlent assez souvent sur Twitter ou dans leurs podcasts respectifs. Donc, je vous présente un peu les choses. Ça va se passer très simplement. On a différentes configurations et surtout, on a différents, évidemment, paliers. Et ces paliers, ce sont ceux-là. On a le premier palier tout en haut qui est évidemment toutes les équipes qui ont joué de manière sublime depuis le début de la saison. On a les équipes dont le jeu est plutôt beau dans le tiers, c'est beau. Et ensuite, on a deux tiers qui sont très finalement français, hein, pas mal, pas pire. C'est des expressions vraiment que j'utilise très très souvent. C'est pas mal. Ça veut dire que c'est plutôt joli, plutôt agréable. C'est pas non plus transcendant, donc ça mérite pas d'être dans les tiers supérieurs, mais c'est plutôt joli. Il y a des trucs, quoi. Il y a des trucs auxquels on peut s'accrocher. Pas pire, c'est quand ça commence à être pas mal, mais il manque trop de choses pour que ça ne le soit vraiment, et finalement, c'est presque décevant. C'est aussi dans ce tiers-là qu'on va mettre des équipes qui étaient peut-être prometteuses et qui finalement sont décevantes. Il y a évidemment boring, où clairement, c'est quand on lance les matchs, on sait qu'avec cette équipe, on va pas regarder des trucs franchement extraordinaires. Et puis, il y a le tiers, je préfère regarder un meeting Renaissance où là, vraiment, c'est la catastrophe absolue. On n'a clairement pas du tout envie de regarder ces équipes ou cette équipe. Il y en a qui vont être classés dans ce tiers. J'ai déjà hâte d'en parler, même si je n'aime pas parler négativement des équipes WNBA ou NBA d'ailleurs. Il va falloir quand même y passer parce qu'il se passe des trucs sur les terrains de WNBA qu'on peut pas oublier, qu'on ne peut pas ostraciser. Donc on va attaquer, vous avez vu, on a un classement donc par ordre alphabétique des équipes, et finalement on va procéder comme ça. J'ai pas du tout préparé ce podcast, j'avais envie de le faire de manière très spontanée, tout en enregistrant, essayer de vous donner les billes que j'ai sur chacune de ces équipes, comme ça, un peu au feeling. Donc on va commencer par le Dream d'Atlanta. Le Dream, c'est une équipe que j'ai trouvée beaucoup plus intéressante que je ne le pensais cette saison. Au niveau des résultats, de l'état d'esprit, des formes de jeu d'une certaine façon, on va y revenir très vite, de l'effectif. Et en fait, en début de saison, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une équipe qui soit au milieu ou un peu dans le haut du ventre mou. Et en réalité, on est plutôt sur une équipe qui se bat pour être une prétendante à des places de play-off et à arracher un premier tour pas sans aucun problème, mais en tout cas avec la tête haute, quoi, clairement. Et c'est une équipe qui aujourd'hui se positionne très bien dans la ligue, qui fait face à l'adversité des meilleures équipes, qui va chercher des résultats contre les équipes plus faibles. Et même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait bien encore pour cette équipe d'Atlanta, eh ben, il y a quand même des choses qui, moi, m'ont vraiment surprise. Et on parle souvent de l'adage j'attendais pas grand-chose et j'ai été quand même déçu. Ben, moi j'attendais pas grand-chose et j'ai été surpris. Donc cette équipe du Dream, elle va aller
tranquillement se loger dans pas mal parce que j'ai trouvé qu'il y avait des joueuses qui étaient hyper intéressantes, notamment évidemment cette ancre à l'intérieur qui est Brittney Griner. Il y a également le backcourt qui est super, disons, versatile. Et puis, on a Ryan Howard, qui est une joueuse que je trouve assez, comment dire, qui me rend curieux. Elle a des instincts en attaque que je trouve encore trop bruts et que je trouve encore un peu trop solistes, je pense. Mais très bonne défense, vraiment pour le coup, vraiment très très bonne défense. Et ça me plaît toujours. Donc, je mets cette équipe dans ce tiers. Je le mets dans le tiers pas mal. Parce que finalement, je pense qu'on n'est à pas grand-chose du CEBO et peut-être davantage de dessins stratégiques de la part du coaching staff, des joueuses qui sont mises dans de meilleures conditions, un collectif aussi qui est mis dans de meilleures conditions pour mieux fonctionner. Donc voilà, il reste encore un peu de boulot pour que ça passe à des formes de jeu qui me séduisent davantage, mais c'est pas mal. On va passer au Sky. Et là, le Sky, clairement, les enfants, le Sky, c'est le Sky. Le Sky, on va en reparler bientôt. On va en reparler bientôt, le Sky, parce qu'il y a un vrai dossier sur le Sky. Un dossier qui court finalement de ce qui est en train de se passer cette saison jusqu'au début de la saison 2026. Pour la simple et bonne raison, c'est que je crois qu'on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais la free agency de l'intersaison prochaine, elle va être majeure, elle va rebattre quasiment les cartes intégralement dans la ligue en termes de où les joueuses, les stars et les superstars vont évoluer en 2026, dans quelle franchise, etc. Et donc, il y a des projets entiers, des franchises entières qui sont menacées parce que de ne plus être compétitives, parce qu'elles n'ont pas fait les efforts pour être attractives sur cette free agency-là. Et on voit notamment, par exemple, sur les Wings, dont on va parler un petit peu plus tard, qu'il y a des efforts qui sont faits sur les installations sportives, notamment sur le matos mis à disposition des joueuses, ce qu'on appelle les facilities en termes anglophones, qui est grosso modo les conditions dans lesquelles vous vous entraînez, les bâtiments, le matériel à dispo, etc., etc. Et on a donc une nouvelle facility qui sera à disposition des joueuses en avril 2026, donc avant le début de la saison 2026, du côté de Dallas. Et évidemment, pour Dallas, entre Paige et ses nouvelles conditions d'entraînement, ça va être clairement une franchise attractive. Le Sky. Quel est le projet du Sky sportivement? Comment tu construis avec et autour d'Angel Reese et comment tu fais évoluer ton jeu, comment tu l'optimises, comment tu la rends attractive pour les autres joueuses au point qu'elles se disent tiens, je vais aller jouer avec cette fille parce que sur le terrain, elle va m'aider à être forte, elle va m'aider à ce qu'on soit compétitive et elle va m'aider à faire un gros parcours dans cette ligue, y compris en playoff. Là, aujourd'hui, entre le coach, les formes de jeu en attaque et en défense, où c'est littéralement catastrophique, c'est-à-dire que, je veux dire, c'est le bilan, c'est celui de Michel Barnier et François Bayrou. Clairement, c'est pas beau à voir. Et en plus, dans les formes de jeu, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Il n'y a rien qui se passe de positif dans cette franchise aujourd'hui, sur le terrain et en dehors du terrain. Malheureusement, on tape. En tout cas, il y a des narratifs qui circulent, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, sur les personnes sur qui on tape. Et je trouve que c'est jamais les bonnes personnes. On tape beaucoup sur Angel Reese, on tape beaucoup sur les joueuses. Mais en réalité, moi, je ne trouve pas que les joueuses soient tant condamnables que ça, ou en tout cas pas en première instance. Du coup, moi, c'est vraiment une franchise qui me frustre et je prends zéro plaisir à les regarder, mais pas parce que c'est ennuyeux, parce que c'est vraiment inquiétant. Et du coup, là, clairement, je les mets dans le tout dernier tiers parce que je ne sais pas où les mettre autrement, quoi. Vraiment, je suis désolé, hein, le Sky, le compte FR des Sky en plus est super cool, il est très au courant de la situation et clairement, ouais, le Sky, c'est une de ces équipes que je vais mettre dans le dernier tiers. Je suis navré. On aura le temps cette saison d'en reparler. Je pense qu'on va en reparler sans doute soit la semaine prochaine, soit fin de semaine, soit la semaine d'après. D'ici en tout cas à l'été, on va reparler du Sky un petit peu plus profondément, sans doute avec un invité. Je vous gâche pas la surprise, mais voilà, le Sky est vraiment cata. Je préfère regarder un meeting Renaissance et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. On passe au Sun, les enfants. On passe au Connecticut Sun, une équipe qui la saison passée me plaisait beaucoup sur le papier et sur le terrain, parce qu'il y avait des joueuses qui étaient phénoménales, donc Alyssa Thomas, Dijonne Carrington, etc., etc. Et en fait, c'était une équipe qui développait un jeu, notamment en défense et dans la transition, qui était séduisant. Et cette saison, je savais qu'avec le démembrement total de l'effectif
Il me restait une joueuse que j'apprécie particulièrement, qui est Marina Mabrey. Mais sorti de ça, je trouve que c'est difficile ce qui se passe du côté du Connecticut. Et clairement, on est sur une franchise qui doit embrasser un tanking. Si elle arrive à trader Marina Mabrey, ce serait top, mais ça va être quand même difficile. Donc voilà, difficile de classer cette équipe du Connecticut au-delà du tiers le plus bas, je pense, en tout cas du tiers boring, du tiers boring. C'est pas une équipe qui est ultra séduisante. En plus, il y a quand même une menace pour le Connecticut, c'est un déménagement de la franchise d'ici peu de temps. Donc, parce qu'il n'y a pas d'effort fait sur justement la free agency de la saison prochaine en termes d'attractivité sur les installations, etc., etc. On parle quand même d'une franchise plutôt vétuste, plutôt mal outillée sur l'encadrement des joueuses en termes matériels. Donc, il est question d'un déménagement du côté de Boston, etc., etc. Ce sont des rumeurs. J'ai pas assez enquêté, donc j'irai pas plus loin dans l'analyse de ce sujet-là. Mais voilà, le Sun sur le terrain, en tout cas, ça donne pas vraiment envie de regarder. Et généralement, j'ai regardé un match Sun contre Chicago, je crois, Connecticut-Chicago, il y a pas très longtemps. C'était pas pire, mais clairement, ça monte pas plus haut dans les tiers de cette tier list, quoi. On va enchaîner avec les Wings. Les Wings où Paige Bueckers a été blessée pendant quelques temps, c'était moins fun à regarder, d'autant plus que Arike Ogunbowale a un petit peu plus de mal cette saison, notamment en termes de création et de scoring, shooting, d'adresse, etc. et d'efficacité. Mais quand Paige est sur le terrain, c'est quand même vraiment pas mal. Et il y a un truc qui se passe, parce qu'on a déjà parlé de Paige, donc on ne va pas revenir dessus davantage, ou en tout cas on le fera peut-être un petit peu plus tard dans la saison, pour un bilan peut-être de sa saison rookie, ou pour aborder le sujet des Rookie of the Year. Mais là, il y a une très bonne signature, un très bon trade qui a été effectué par les Wings. Un trade avec le Storm dont on parlera plus tard, c'est l'arrivée de Li Yueru, l'intérieur chinoise draftée par le Storm, qui avait demandé son trade il y a, je crois, 1 semaine et demie ou 2 semaines, parce que peu de temps de jeu et peu de développement du côté du Storm, encore moins que Dominique Malonga. Et du coup, clairement, il y avait un coup à jouer pour des équipes qui avaient besoin de se renforcer sur le secteur intérieur. Et là où je trouve Dallas très intelligente, c'est qu'en fait, elles ont fait le coup très vite, avec finalement peu de dépenses en capital draft. Je crois qu'il n'y a que des seconds tours et des troisièmes tours de draft qui sont partis. C'est plutôt positif parce que tu recrutes une intérieure de talent avec clairement des dispositions physiques et techniques qui vont servir ton jeu, qui peut être plug and play dans ton jeu quasi immédiatement et que tu peux développer dans la timeline qui est la tienne, c'est-à-dire celle de Paige qui est également rookie cette saison. Super move pour Dallas, et sur le terrain, ça se passe vraiment bien quand il y a Paige, et ça se passe moins bien quand il n'y a pas Paige. Donc, c'est pas une équipe que j'apprécie réellement regarder, c'est une équipe qui me frustre parce que Arike Ogunbowale ne trouve pas encore son jeu, que Dijoné Carrington commence un peu à trouver du rythme, notamment ses rythmes sur les cuts, sur la transition, etc. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas une équipe que je classerais au-dessus de pas mal, voire même de pas pire. En vrai, parce qu'il manque justement ce côté. Ouais, peut-être que je vais les mettre dans pas pire. Parce que vraiment, Arike, c'est dur. C'est dur de regarder Arike Ogunbowale sur ce début de saison. Il y a des moments où ça va un peu mieux, mais ça reste quand même assez dur. Donc, on met Dallas dans pas pire. Vous voyez, j'ai hésité avec pas mal, mais finalement, ça part dans pas pire. On va sur les Valkyries, la nouvelle franchise WNBA cette saison. Première saison pour les Valkyries. Moi, vous savez que j'adore notamment leur dispositif défensif. Coach Nakase fait un excellent travail de ce côté du terrain. Elle n'est pas en reste non plus sur l'animation offensive. Elle fait partie pour moi du trio de tête qui disons, dans la course du Coach of the Year. J'en ai discuté cette semaine avec plusieurs d'entre membres de la communauté francophone de la WNBA sur Twitter, notamment Flo qui avait posé la question « Qui sont vos favoris au Coach of the Year ?» J'avais clairement Nakase en seconde pour le coup. J'aime beaucoup son boulot, j'aime beaucoup ce que font les joueuses sur le terrain et j'aime particulièrement la défense. Alors vous le savez, c'est pas nouveau. La défense, je le dis depuis le début de ce podcast, c'est un de mes grands dadas. Donc, moi je mets plutôt les Valkyries dans pas mal. Ça manque un peu disons de variété offensive, mais il y a tellement de promesses qui me plaisent
que je les mets dans le même tiers qu'Atlanta, et je dirais même que je pourrais les mettre devant Atlanta, parce qu'il y a un effet de surprise qui est encore plus grand que pour Atlanta. On est quand même sur une franchise qui a fait une expansion de draft en prenant beaucoup de role-players à dominance plutôt défensive. Kyla Thornton est un des exemples, Veronica Burton aussi, Janelle évidemment qui a rejoint l'équipe de France et qui donc ne rejouera pas sans doute avant la fin de l'été du côté de Golden State. On a Carla Lade que je trouve très intéressante des deux côtés du terrain, même si elle apporte peut-être plus en attaque qu'en défense. En tout cas, elle montre davantage de ses qualités du côté de l'attaque. Je trouve qu'elle n'est pas en reste non plus en défense. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans l'épisode 6 ou 5. Donc voilà, je mets Golden State dans ce tiers-là. On va passer du coup au Fever. Et le Fever, en toute honnêteté, c'est une équipe qui n'est pas facile pour moi à classer, mais parce que j'hésite entre Sebo et Sublime. Je suis complètement fan du style de jeu de Caitlin Clark. On va pas se mentir, je vous ai dit, hein, ça me renvoie à des émotions que j'avais eues au tout début du moment où je suis tombé amoureux du basket dans ma vie. C'était devant les Suns de Steve Nash et je rattrapais le match notamment du Fever face au Liberty tout à l'heure, juste avant d'enregistrer ce podcast. Et clairement, voilà, il y a des passes de Caitlin Clark, il y a une vision du jeu, les pull-ups à 3 points, la manière dont elle dirige cette attaque, dont elle se sert complètement des défenses, dont elle les manipule quasiment comme elle veut. Son jeu off-ball qui se développe cette saison et sur lequel elle est vraiment très très forte. C'est difficile de ne pas aimer cette équipe sur ses dispositions offensives. Je trouve que la défense, ça va mieux. Et il y a des role-players que je commence vraiment, vraiment à adorer. C'est le cas notamment de Lexi Hull. Lexi Hull, je trouve que c'est une accélératrice en attaque. À chaque fois qu'elle a le ballon, l'attaque, la forme de jeu prend en vitesse. Quand on a Caitlin Clark qui assure l'entry pass, voire la dernière passe, avoir une Lexi Hull à côté qui est capable d'accélérer ce que propose, ce qu'initie, ce que crée Caitlin Clark, c'est vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Et à regarder, c'est super beau. Vous avez aussi Alia Boston, dont j'aime beaucoup le profil offensif, qui peut à la fois servir de hub en se rapprochant du haut de la raquette ou carrément être à la finition sous le cercle. Moi, j'aime beaucoup. Il y a de l'adresse à 3 points. Il y a Kelsey aussi qui apporte beaucoup sur le wordplay, sur la finition, le drive, etc. Il y a beaucoup de raisons d'aimer ce que propose cette équipe. En défense, on a une équipe qui est plutôt, disons, scrap, en employant un terme anglophone. Je suis navré, mais disons combative. Notamment sur les lignes de passe, il y a des interceptions, il y a du playmaking défensif, il y a du jeu de transition, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc moi j'aurais du mal à les classer en dessous de Sebo, et je crois que je vais même me permettre de les mettre peut-être dans Sublime. Je suis en train de regarder les autres équipes que je pourrais classer là-haut, mais je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que le Fever est une des équipes que je préfère regarder cette saison, donc ce serait pas juste que je les mette pas dans Sublime, même si pour moi elles sont peut-être encore entre les deux, entre Sublime et Sebo. Il me manque encore peut-être des matchs, tout simplement. Caitlin Clark ayant été absente, peut-être qu'il m'a manqué des matchs où vraiment on voit cette équipe dérouler complètement son jeu pour que vraiment je puisse les classer pleinement et fermement dans Sublime. Mais là, sur cette tier list, aujourd'hui, pour cet épisode 7, je vais les classer dedans sans aucun problème. On passe à Los Angeles. Los Angeles qui était une des équipes que je voulais surveiller en début de saison et que j'ai rapidement rangé, tout simplement parce qu'elles ont des formes de jeu en attaque qui sont boring de ouf. Vraiment, clairement, c'est boring. Kelsey Plum a 74% d'usage, 47 shoots pris par match, et à côté, on a finalement pas grand-chose. On a un Embry qui essaie de bricoler à la fois en hub offensif, prise de shoot, drive, etc., finition au cercle. Ok, très bien, mais ça paraît quand même très isolé. On n'a pas beaucoup, je trouve, de circulation de balles. On essaye, mais ça fonctionne finalement assez peu. On est souvent sur des solutions individuelles. Je l'avais analysé, notamment face à des défenses qui sont plus copieuses, celle du Storm, par exemple. Et du coup, ça rend pas vraiment bien. Et moi, je classe assez facilement cette équipe dans boring avec le Sun. Et c'est triste. C'est triste parce que en fait, on a une équipe des Sparks qui n'est pas au même niveau de projet que le Sun, quoi. On l'a déjà dit, mais le Sun embrasse complètement un mode, disons, de reconstruction. Les Sparks, non. Les Sparks ne sont pas à ce niveau-là de leur projet. Les Sparks ont drafté Cameron Brink.
Les Sparks ont Casey Plum. L'objectif, c'est de conserver au maximum cet effectif et d'être attractive l'intersaison prochaine sur la free agency. Là, aujourd'hui, c'est chaud, quoi. Là, aujourd'hui, c'est chaud. Hein. Ce que tu montres sur le terrain, clairement, ça fait pas envie, quoi. Moi, j'ai pas envie de vous rejoindre si j'étais free agent à l'intersaison prochaine, quoi. Je pense qu'il y a des destinations où je préférerais même y aller en étant moins payé. Je serais sûr de jouer dans des conditions de jeu, disons, moins rigides et surtout avec un petit peu plus de compétitivité et de fun, quoi. Donc, ouais, vraiment, déception pour le Sparks, qui était une équipe que j'attendais. J'ai très hâte, évidemment. Il reste peut-être 2 semaines, 3 semaines avant le retour de Cameron Brink. On a vu des images où elle revenait à l'entraînement, mais je ne peux pas les classer ailleurs que dans Boring. On va passer aux Aces, et les Aces, ça va faire mal aussi. Hein. Ça va vraiment mal. Ça va faire mal parce que les Aces, je suis pas fan. Hein. Vraiment, je trouve que pour le coup, cette saison, les Aces s'enfoncent un peu dans une caricature de ce qu'elles ont été les 2 dernières saisons et qui a fonctionné face aux équipes sur les 2 dernières saisons. Elles ont d'ailleurs pris un titre il y a 2 saisons. Mais là, c'est plus compliqué cette saison. J'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas à trouver de solutions pérennes. Elles trouvent des solutions match après match en fonction des match-ups, mais trouver, en fonction de l'opposition donc, mais trouver une solution pérenne qui fonctionne sur une série de 3-4 matchs, c'est plus compliqué pour Vegas. Et moins sur les formes de défense comme sur les formes d'attaque, je suis quand même relativement frustré, quoi. Donc je vais aussi les mettre dans Boring. C'est peut-être très dur parce que c'est quand même toujours un plaisir de voir A'ja Wilson sur un parquet tellement elle est forte. Et il y a d'autres joueurs qui sont fortes dans cet effectif, mais A'ja Wilson plane sur la ligue avec peut-être 2 ou 3 autres joueuses de son calibre aujourd'hui dans la ligue, en WNBA. Mais c'est pas franchement, je prends pas un kiff quand je vois le logo arriver sur le League Pass et qu'il faut que je regarde un match. Franchement, c'est pas l'équipe qui me donne le plus envie de cliquer pour regarder le match le matin quand j'ai mon café qui coule et que je me demande ce que je vais bien pouvoir regarder, quoi. On va passer aux Lynx. Pour le coup, le Lynx, c'est très différent. Je vais tout de suite les mettre dans Sebo. Comme ça, on perd pas de temps. Je vais quand même expliquer évidemment pourquoi je les mets aussi haut. Parce que c'est une équipe qui est en place. C'est une équipe qui est en place. C'est une équipe qui se renouvelle. C'est une équipe qui s'ajuste en match, qui s'ajuste d'un match à l'autre. C'est une équipe qui a Nafisa Collier, qui est une joueuse extraordinaire à regarder jouer. J'ai fait des compliments à A'ja Wilson. Il y en a autant, voire plus, pour des raisons personnelles de goût, qui vont en direction de Nafisa Collier. Je pense qu'elle, pour le coup, elle plane au-dessus de toutes les autres joueuses et de l'entièreté de la ligue. Cette saison, c'est pour moi la candidate principale au titre de MVP. Mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle dans cette équipe. Et il y a tout un tas de joueuses qui font un boulot monstrueux des 2 côtés du terrain. Et notamment Kyla McBride. Merci Kyla McBride d'exister. On est sur une guarde compétente des 2 côtés du terrain. On est sur une lieutenant de très très haut niveau, de très belle qualité. Et puis il y a beaucoup de choses, beaucoup de compétences dans son sac. Pour traduire l'expression littéralement dans son bag, expression américaine. Elle a beaucoup de skills à son arsenal. Les drives, l'adresse de loin, la direction de jeu, le playmaking défensif, la défense quasiment sur tous les postes. Elle est quasiment capable de switch sur à peu près tous les postes, au moins jusqu'au poste 4. Ça va demander des aides parce qu'elle est quand même un petit peu plus petite, mais elle a un caisson, elle a une puissance, donc elle a des super appuis, elle est capable de défendre aussi sur des grandes. Donc oui, Kyla McBride, et puis j'en oublie plein d'autres évidemment du côté du Lynx, mais des Lynx, mais non, cette équipe vraiment est très très belle à regarder et franchement impossible pour moi de les mettre plus bas. Je les mets pas dans Sublime parce que c'est un style de jeu qui me convient peut-être un petit peu moins que le Fever. Je mets le Fever largement au-dessus des 2 équipes que j'ai dans Sebo. Donc il fallait que je les départage et c'est pour ça que ce tiers Sublime existe au-dessus de Sebo et qu'aujourd'hui les Lynx sont dans Sebo. Mais franchement, si vous classez les Lynx dans Sebo, il y a 0 problème. Il y a 0 problème. Si votre équipe préférée à regarder jouer cette saison en WNBA, c'est Minnesota, je vais pas vous voler dans les plumes. C'est largement mérité. Il n'y a pas de débat là-dessus. On va enchaîner avec l'équipe suivante, qui est le Liberty.
Franchement, le Liberty, c'est difficile de ne pas les mettre avec les camarades des Lynx. Ce sont les deux franchises qui sont en tête de la ligue cette saison. Elles aussi, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueuses qui sont capables de développer du très beau basket. On a, je pense, même presque un effectif où il y a plusieurs franchise players. Il y a plusieurs MVP. Il y a plusieurs joueuses qui sont capables d'aller chercher un titre de MVP dans cet effectif. Sabrina Ionescu, évidemment. Brianna Stewart, évidemment. Il y en a d'autres. Peut-être Jonquel Jones, la poste 5. Et puis après, vous avez des role-players qui sont élites, quoi, tout simplement. Et particulièrement, deux joueuses sur les lignes arrières que j'aime énormément voir jouer cette saison. C'est Marine Jones, la française, parce qu'elle a une capacité de disruption en attaque qui est monstrueuse et qu'en plus, elle fait des efforts en défense cette saison qui payent. Elle a un playmaking défensif cette saison pour les Liberty qui est efficace, qui crée du jeu, qui crée de la transition. C'est aussi une joueuse de transition. Elle est entourée de joueuses qui sont capables de jouer en transition. Brianna Stewart galope. Sabrina Ionescu, n'en parlons même pas. Natasha Cloud aussi, etc. Et Natasha Cloud, parlons-en, c'est la deuxième joueuse que j'adore voir jouer. Une défense phénoménale, vraiment pour le coup, quelle défenseuse extraordinaire. Une personnalité hyper attachante, je l'ai déjà dit dans ce podcast, dans un podcast précédent. Et puis en attaque, elle n'est pas en reste. Elle n'est pas en reste parce que capacité de drive, capacité de passe, évidemment, elle n'est pas élite dans ces domaines-là. On n'est pas au niveau de Paige Bakers, on n'est pas au niveau de Caitlin Clark, on n'est pas au niveau de Kelsey Plum, clairement. Mais ça reste vraiment très très fort. Ça reste vraiment extrêmement fort, d'autant plus quand vous êtes la défenseuse du point d'attaque de l'autre côté du terrain. Donc, c'est une équipe qui est très très belle à voir jouer. À peu de choses près, ça bascule dans Sublime. Je pense que la raison pour laquelle je ne les mets pas dans Sublime, c'est que je m'attends à ce que ce soit une équipe qui fonctionne parce que c'est une équipe qui s'est ajustée sur des choses par rapport à leur jeu la saison dernière, notamment développer du jeu off-ball pour Brianna Stewart. Mais d'autres choses aussi, l'inclusion notamment de Natasha Cloud dans le 5, Marine Jones qui est responsabilisée avec davantage de minutes et davantage de responsabilité offensive à la création notamment, plus la défense. C'est une équipe qui s'est ajustée, mais c'est une équipe que j'attendais fonctionnelle. Donc c'est une équipe, je savais qu'elle allait jouer, je savais qu'elle avait des joueuses qui étaient agréables à voir jouer, et du coup, je suis peut-être moins surpris et moins séduit que je ne le suis que sur un projet comme celui du Fever, par exemple. Je vous l'ai dit, c'est un podcast dans lequel il y a des biais, c'est un épisode qui fonctionne à l'émotion. Encore une fois, si vous avez le Liberty tout en tête de votre classement, il y a zéro problème, je comprends tout à fait. D'ailleurs, je vous le redemande encore une fois, envoyez-moi vos classements en commentaire ou sur Twitter. On en discutera avec grand plaisir. On passe à l'équipe suivante, le Mercury, qui est une très bonne surprise pour moi cette saison. Et je les classe dans ces beaux avec leurs camarades du Liberty et des Lynx. D'abord parce que... en fait, j'aurais du mal à dire d'abord. J'aurais du mal à dire d'abord, en fait. En réalité, il est là le sujet avec le Mercury. Le Mercury, je m'attendais à ce que le front de courte soit la chose la plus agréable à regarder cette saison. C'est peut-être le cas. Objectivement, la paire Satou Sabali, qui est une licorne, qui est capable de tout faire en attaque et qui en plus apporte en défense au relais d'Alyssa Thomas en poste 4. Donc Satou Sabali poste 5, Alyssa Thomas en poste 4. Puis Alyssa Thomas, qui est capable de générer quasiment toute l'attaque, donc avec cette faculté et Alyssa Thomas au poste 4 qui est capable de générer autant d'attaques tout en étant capitaine de défense, candidat de DPOY encore une fois et en signant des triples-doubles. Ce front de courte, il est tellement beau à voir jouer, il est tellement agréable à voir jouer, même quand il y a du staggering des minutes où on a Alyssa Thomas qui n'est pas sur le terrain en même temps que Satou Sabali ou l'inverse. Il se passe des choses dans ce front de courte, il se passe des choses sur le terrain pour le Mercury avec ces deux joueuses qui sont trop belles à voir jouer. Mais on ne doit pas oublier ce qui se passe sur les postes 1 et 2 et même 3 du côté du Mercury. Moi, je suis en train de vraiment trouver Monique, l'internationale camerounaise, franco-camerounaise,
incroyable, une pioche vraiment incroyable. C'est vraiment sans doute pour moi le meilleur coup de l'intersaison, tant elle apporte à cette équipe. Il y a du playmaking parce qu'elle est capable à la fois d'être une guard qui te stretch ton attaque parce que très à droite à 3 points. Il y a du playmaking elle-même à la passe, donc on-ball, ou capacité de drive, capacité de faire des passes. J'ai tweeté, je crois que c'était hier ou avant-hier. Elle drive, elle fait une passe derrière, comme ça, au-dessus de la tête, pour aller chercher Alyssa Thomas qui prend un pull-up, chose qu'elle n'avait pas fait depuis 100 ans à peu près. Et du coup, ça rentre. Passe décisive trop cool de Monica Kouamakani. Moi, voilà, et puis il y a Lexi Held également. Ça fait beaucoup de joueuses qui sont super, super agréables à voir jouer dans cette équipe du Mercury. Et donc, des deux côtés du terrain, on a une équipe qui se bat, on a une équipe qui a du caractère, on a une équipe qui a une identité, on a une équipe qui développe beaucoup de choses qui, moi, me séduisent. Et je peux difficilement les mettre en dessous de c'est beau. Franchement, regardez le Mercury jouer. Je ne m'attendais pas à ça. Et clairement, s'ils sont dans ce tiers aussi haut, c'est aussi grâce à leur coach. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'avais Nakazé numéro 2 de la course au Coach of the Year pour moi, clairement, Nate Tibbetts, entraîneur, coach, head coach du Phoenix Mercury, c'est pour moi le favori dans la course à l'instant T. Je ne suis pas tout seul, ce n'est pas une hot take. On est très nombreux. Je pense que 95% des observateurs de cette ligue, aguerris ou pas, on met Nate Tibbetts numéro 1 de la course au Coach of the Year cette saison. Donc, le Mercury est avec le Liberty et nos amis des Lynx dans le tiers. C'est beau. On va récapituler vite fait avant les deux derniers. On a le Fever en sublime. On a en c'est beau le Lynx, le Liberty, le Mercury. Le Dream et les Valkyries sont dans pas mal. Pas pire. On a les Wings qui s'en sortent bien malgré Arike Ogumbowale. Ça pourrait être dans Boring, hein, clairement. Il manque pas grand-chose finalement pour que ça tombe, mais il manque pas grand-chose non plus pour que ça remonte. Et ensuite, dans Boring, on a le Sun, les très décevants Los Angeles Sparks en attendant le retour de Cameron Brink. Les Aces sur lesquels vraiment je prends pas beaucoup de plaisir cette saison. Et puis, dans la catastrophe totale, on a le Sky toute seule, tranquillement Chicago, toute seule dans ce tiers catastrophé. Et on va passer donc aux deux dernières franchises WNBA, Seattle Storm et Washington Mystics. On va commencer par les Mystics. Je vais pas commencer par le Storm, je vais finir par les Storm parce que tout simplement, Seattle, je pense, c'est mon équipe préférée depuis le début de la saison. Mais je pense pas pour autant les mettre dans un tiers super haut. On va en rediscuter. Mais on va commencer par les Mystics. Washington, c'est une équipe qui m'avait beaucoup plu sur la pré-saison. C'est une équipe qui, sur le début de la saison, m'a beaucoup plu aussi. Il y a plein de joueuses que j'ai beaucoup aimées. Jay Melbourne en est la principale. Ça reste aujourd'hui encore une de mes chouchous dans la ligue cette saison. J'adore cette joueuse, j'adore ce qu'elle apporte en sortie de banc. Il manque beaucoup de choses à cet effectif de Washington. Et puis, depuis, je dirais peut-être 4 matchs, donc la moitié de ce qui a été joué, peut-être un petit peu moins, depuis le début de la saison, je trouve que l'équipe, avec le retour de Edwards, a du mal à se trouver et qu'il y a des choses qui sont mises sur le terrain, en place par le coaching staff, qui sont douteuses et qui ne permettent pas à cette équipe d'être aussi belle à regarder qu'elle ne l'était en début de saison. En début de saison, on avait une équipe combative qui était capable presque de créer la sensation et la surprise. On s'étonnait même après, je crois, 2 ou 3 victoires d'affilée et un bilan positif, de se dire, tiens, attention, les Mystics, il va falloir tanker à un moment donné. Et en fait, là, certes, les défaites commencent à s'accumuler, tant mieux pour l'objectif stratégique de cette équipe à moyen terme, de cette franchise, à court terme même, sur la draft de l'intersaison prochaine notamment, mais sur les formes de jeu, c'est moins agréable à regarder. Donc, on va se diriger tranquillement sur Boring. En toute honnêteté, c'est pas une équipe que je kiffe autant qu'en début de saison regarder. Et je pense aussi que c'est une équipe qui est très frustrante pour sa fanbase. Je le vois d'ailleurs avec le compte, avec Flo de Washington Mystics Washington Mystics sur Twitter. C'est quand même une équipe qui est difficile à regarder pour sa fanbase et je le comprends, quoi. Franchement, je le comprends. Je le comprends parce que les choix qui sont faits, tactiques et de rotation, sont pas toujours compréhensibles. Est-ce que c'est pour saper le projet sportif cette saison et assurer du tanking? Peut-être. Mais dans tous les cas, quand on est spectateur, on peut difficilement, je trouve, prendre du plaisir avec cette équipe. On peut prendre du plaisir avec certaines joueuses. Moi, personnellement,
Je regarde souvent des petites compilations de Jay Milbourne sur cette saison, mais difficile de s'attacher à cette équipe et sur ces formes de jeu des deux côtés du terrain, quoi. On va finalement clôturer ce podcast avec nos camarades du Storm. Seattle, c'est mon équipe préférée cette saison. Il y a trop de choses qui se passent sur le terrain en termes de caractère, d'identité, de joueuse, de ce qui est développé en termes de jeu, mais qui font donc que cette équipe est ma préférée sur ce début de saison, et je pense mon équipe un peu chouchou cette saison. Mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Il y a des incertitudes sur le coaching et sur ce qui est développé, sur les ajustements qui sont faits de match en match. Il y a des défaites qui sont difficiles à avaler, je trouve, qui sont difficiles à avaler parce que clairement, elles témoignent parfois d'une sorte d'indigence ou d'incapacité tactique à aller chercher le défaut de l'équipe adverse et de jouer dessus. Ce que font d'autres équipes beaucoup mieux, et notamment les équipes qui se trouvent dans le même tiers d'ambition que le Storm, donc c'est-à-dire des ambitions peut-être pas forcément de titre, mais de demi-finale ou de finale WNBA, tout simplement. Je pense que le Storm est là-dedans, quoi. Et du coup, j'aurais du mal sur une tier list de matabilité à mettre cette équipe tout en haut avec le Fever. Je pense que c'est l'équipe que je mettrais tout en haut sur mes équipes préférées tier list, mais là, c'est matabilité tier list, donc le Storm ne va pas aller aussi haut, et on va s'arrêter, je pense, à pas mal, grâce à la défense, grâce aussi à certaines formes d'attaque, mais on va s'arrêter à pas mal grâce à la défense notamment, et puis à certaines formes, disons, d'attaque où on voit Gabby Williams driver en transition, où on voit des pick and roll qui fonctionnent bien entre Skylar Diggins, malgré toute la frustration qu'on peut avoir sur cette joueuse, et Nneka. Voilà, j'ai des doutes à moyen terme sur cette équipe, et je pense que l'intersaison va répondre à ces doutes. Je pense que l'intersaison, clairement, du Storm va répondre à ces doutes, et j'espère que la matabilité du Storm sera améliorée la saison prochaine, parce que c'est une équipe à laquelle on peut rapidement s'attacher, tant elle a de l'identité et du caractère. Et si elle conserve cette identité et son caractère la saison prochaine, je vais quand même pas être loin de vouloir m'acheter un short. On parlera peut-être un de ces quatre, on fera peut-être un podcast des meilleures tenues de WNBA, parce que tout n'est pas joli. Vraiment, les maillots WNBA, tout n'est pas beau. Il y a vraiment des choses cata et il y a des choses beaucoup plus belles. Mais je trouve que le niveau médian est quand même pas au rendez-vous, quoi. Mais on en rediscutera dans un autre pod. On a fini cet épisode 7 et cette tier list de matabilité. Je vous remets vite fait le classement juste là. Vous l'avez vu, donc Fever tout en tête, sublime. Les Lynx, le Liberty et le Mercury qui se partagent le tiers, c'est beau. Dans pas mal, on a le Dream, les Valkyries et le Storm. Je ne classe pas à l'intérieur des tiers, vous faites votre classement vous-même. Les Wings ensuite, Connecticut Sparks, Vegas Mystics dans le tiers, Boring, et on finit par la catastrophe du Chicago Sky. Les enfants, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente journée tout court si vous regardez ce podcast le matin. On se dit à très bientôt dans W pour l'épisode 8. Ciao.